Hello, c'est Quentin. Cette semaine, on parle de Prada, qui ne fait plus seulement de la mode, mais de l'ingénierie pour survivre sur la Lune. On découvre ensuite Utic, un identifiant publicitaire capable de vous reconnaître grâce à votre connexion Internet avec le soutien direct des opérateurs télécoms. Et on va terminer avec Xbox, qui dévoile un plan de remise à plat totale de la division sur 100 jours. Bienvenue dans la bulle de la semaine, l'essentiel de l'actualité tech et design. Cette semaine, on est tous les trois. Comment ça va, vous ? On est tous les trois, oui, ça va. On est tous les trois comme on devrait l'être d'habitude. Oui, comme on devrait l'être d'habitude. Là, il y a eu un enchaînement de circonstances qui ont fait qu'on a fait un enregistrement comme si on était confinés. Ouais, c'est vrai que c'est ce que tu as dit, ça m'a fait bien marrer. Ouais, au throwback, Mathieu, t'as toujours mis ton casque à l'envers, mais tout va bien. Ça va bien. Tu sais, casquette à l'envers, casque à l'envers. Voilà, c'est un peu c'est le nouveau style. Mais comment ça va, mon Mathieu ? Eh ben écoute, ça va. On prépare la Vivatech. Ouais. Où, en fait, je fais une petite aparté rapide, où moi, je vais accompagner des entreprises. Je sais pas si je ferai du contenu là-bas. En vrai, je suis en train de regarder, parce que du coup, je fais des tours personnalisés pour expliquer un peu aux gens. C'est des entreprises qui veulent un peu amener leurs salariés dans le salon. Et souvent, soit tu lâches les gens en pleine jungle et ils doivent un peu naviguer à vue, on va dire. Ouais, vu le nombre d'entreprises qu'il y a qui sont là-bas. Et donc, tu as des boîtes qui ont monté des business là-dessus, spécialisés, qui permettent aux entreprises en leur disant donnez-nous vos centres d'intérêt et nous, on fait tout le travail d'épluchage. Et après, on propose un tour personnalisé. Et pour éviter qu'il y ait des temps morts pendant que les gens marchent, moi, je suis expert guide tour. Donc voilà, et je me sers de mes compétences de ma veille tech au fur et à mesure pour un petit peu donner les tendances générales, donner la tendance du salon, peut-être des fois donner un peu de gossip. En group, faire en sorte que les gens ils se fassent jamais chier pendant qu'ils font leur tour. Et comme ça, de leur donner un petit peu les grands basiques de la tech aujourd'hui pour qu'ils soient un peu aguerris sur les sujets tech. Donc, je suis en train de faire les programmes, c'était là où je voulais en venir. Et il y a des trucs un peu sexy. Il y a des trucs genre dans l'espace. Ouais, j'ai repéré 2-3 boîtes qui ont l'air sympas. Il n'y a pas du tout d'IA. Il n'y a que d'IA. C'est faux. Il n'y a que de l'IA. De toute façon, c'est le thème de cette Vivatech. Non, mais là où, par exemple, les autres années, j'avais tendance à dire que ça allait être très B2B, mais genre vraiment, la solution de DRH pour pouvoir, ou de CRM pour pouvoir s'occuper de vos salariés, tout ça, faciliter la vie du travail. Je trouve que là, il y a un côté un peu plus... visuel. Ouais, fantasque, et un peu grand public, et des trucs un peu rêveurs et tout. Et moi, j'ai des tours là, je te dis, il y a les lunettes Rocky, tu sais, c'est comme les X-Real qui sont là. Tu vois, t'as l'impression que je sens une petite mutation là du salon. Je sais pas si c'est 2026 qui va être comme ça et les autres années après sera pareil. Mais en tout cas, là, pour le coup, je me suis dit, même en tant que créateur de contenu, là, il y a des petits trucs. Mais c'était pas déjà un peu le cas l'année dernière ? Il n'y avait pas déjà eu un petit retour de quelques objets ? L'année dernière, pour moi, c'était quand même beaucoup. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai repris un peu mes slides parce que je l'avais fait en 2025. C'était beaucoup genre améliorer la vie au travail avec des outils d'IA. C'était le début des LLM, donc c'était beaucoup du conversationnel et tout. Donc là, on va déjà être sur de l'agentique. Il y aura un peu plus ça va être un peu plus sexy parce que, en gros, l'idée, c'est de dire aux salariés, il y aura de l'IA qui va devenir votre collègue de travail pour vous accompagner dans vos tâches et peut-être même travailler pendant que vous rentrez à la maison. Et en même temps, je te dis encore une fois, il y a vraiment cette notion, cette envie de mettre un peu plus de tech pour les gens comme nous, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a quand même un peu plus de visuel, de tangible, plutôt que juste du logiciel. Alors, on verra, parce que de ce que j'ai vu, il y a beaucoup de choses qui sont censées apparaître. Est-ce que ce sera véritablement le cas ou pas ? On verra du coup la semaine prochaine. Au moment où vous écoutez ce podcast, ça va commencer à démarrer. Donc on verra. À la limite, on fera peut-être même une petite rétrospective de la Vivatech. Alors moi, j'ai un gros programme chargé, mais en vrai, tu sais quoi, pendant que je travaillais, je disais, putain, presque, ça serait cool qu'on bouge avec Quentin et qu'on fasse un peu du lèche-stand, tu sais, comme du lèche-vitrine, mais en lèche-stand. Et on dit, tiens, ça, c'est cool. Et on fait une petite réaction vitef. Je sais pas, un live Insta, tu sais, pour pas trop se prendre la tête ou tout, pas faire des trucs trop où il faut passer des heures de montage. Mais je trouvais qu'il y avait un truc où déambuler dans le truc, ça pourrait être presque sympa. Ça peut être marrant. En tout cas, on va regarder ça. Si jamais vous voulez pas rater ce prochain épisode qui pourrait être sur Bubble et sur dédié à Vivatech, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant du coup vos petites étoiles et en vous abonnant à ce podcast évidemment. Et nous, on est parti pour les actualités.
Il y a des collaborations qu'on n'avait pas forcément vues sur notre bingo de l'année et pourtant Prada est en train de passer du vêtement de luxe au vêtement d'exploration spatiale. Bah après tu dis ça mais il y avait Alpine Gucci, là je trouve que c'est un peu dans le même thème. Oui, Alors, c'est vrai. C'est comment dire, ils apportent pas de technologie, c'est juste un sponsor un peu de prouveur si je peux utiliser le mot. Pour Gucci, ouais, et c'est vrai que Pour Gucci, du coup on voit que les maisons de luxe sont en train de basculer un petit peu. Alors, rien à voir à la maison de luxe, mais je vais peut-être dire de la merde. Mais Decathlon, ils ont pas aussi un truc normalement? Ah si, Avec, c'était avec aussi. SpaceX. Ouais, non c'était avec SpaceX, ils ont fait une coup, petite collaboration. Du coup, tu sais, genre, t'es un astronaute, t'as ça, tu vois. Tu peux mettre du Gucci, et si t'as un vite fait, tu mets du Decathlon. Alors, C'est impressionnant. Moi j'attends la collab Parkside 24 heures du Mans perso. Exactement. je vais vous expliquer parce que Vas-y. c'est un peu plus compliqué que ça. Enfin, plus compliqué, pas vraiment, mais en gros, le design, c'est plus seulement une question d'esthétique. Ça devient vraiment une question de confort, de performance, de matière et même parfois de survie, en tout cas dans ce scénario-là. Et justement, Prada, la maison italienne de luxe, connue du coup pour ses sacs à main, ses défilés, ses boutiques ultra premium, travaille sur une combinaison lunaire. Mais pas la combinaison qu'on porte l'extérieur, si je puis dire, c'est une sous-combinaison. Pour tout vous dire, Axiom Space et Prada ont dévoilé une couche interne de combinaison spatiale appelée Liquid Cooling and Ventilation Garment, ou LCVG, pour le dire rapide. C'est une sorte de sous-combinaison technique portée justement sous la combinaison AX-EMU, qui elle... Sous la Decathlon, quoi. Non, c'est pas la Decathlon non plus. Je crois que Decathlon, ils étaient sur une sous-couche aussi, un truc comme ça. Ouais. Mais donc là, ça serait pour les prochaines missions Artemis de la NASA. Et en fait, ça serait justement pour réguler la température du corps des astronautes, faire circuler l'air, aider à gérer l'oxygène et le dioxyde de carbone pendant les sorties extravéhiculaires. Donc ouais, comme ça on peut dire, bon, Prada sur la Lune, ça fait un peu titre de magazine, Non, mais mais même en pas. réalité, c'est un vrai sujet de design Mais industriel. ouais, mon gars, mais en fait, t'étais en train d'évoquer le truc et moi, j'étais en train de rigoler dans ma tête. Il y avait le diable s'habille en Prada et le prochain film, c'est Je survis en Prada, quoi, dans l'espace. C'est genre, C'est c'est vrai. lunaire le lore qu'il y a sur cette. Le diable va sur la lune, ça, on dirait un truc des Looney Tunes. Le diable va sur la Lune et survit en Prada. Oh, le quoi. hors-série de Incroyable. Ce qui est fou, c'est que cette combinaison, le LCVG, il intègre des tubes de refroidissement, des circuits de ventilation et une architecture pensée pour maintenir le corps de l'astronaute dans des conditions acceptables pendant une sortie lunaire. Lisan Al-Gaib. Pardon, c'est Oui, les oui, combis oui, des Fremen. c'est C'est les un- combis des Fremen, ton truc. Il me manque juste la nano-robotique C'est un peu ça. et le bordel. Il manque un petit peu ça, ouais. C'est Spider-Man, quoi. Sachant que pour les prochaines, en tout cas la prochaine mission Artemis qui est censée, du coup Artemis 4 pour aller sur la Lune, qui est censée se dérouler en 2028, l'idée c'est d'aller dans le côté sud lunaire qui a peu d'exposition solaire et du coup qui fait très froid, il y a des variations de température qui sont énormes et justement ça aiderait à réguler cette température. Sachant que pour l'instant on est au stade de projet, de concept et pas encore validé par la NASA. J'imagine qu'il y a tout un travail évidemment scientifique derrière et c'est vachement intéressant de voir une maison de luxe comme ça entrer dans ce genre de projet parce que ces maisons, au-delà d'être sur un vêtement, un logo floqué ou des... floqué, gravissime ce que je viens de dire. Au lieu d'être une marque qui Prada propose qui du fait du vêtement... dropshipping. Grave. Mais ouais, au lieu d'être une marque qui propose des sacs, des défilés à Milan, etc., c'est avant tout une expertise Bien sûr. de matière, de coupe, de process, tu vois. Bah, ils Donc, ont tout le travail sur le comment dire, tissulaire, le cuir, enfin toutes les différentes capacités à pouvoir allier tel ou tel type de, comment on appelle ça, pas de tissu mais de manière générale. Les techniques de fabrication, de conception du C'est ça. vêtement, quoi. Là, on les attendait pas. C'est le fait que ce soit spécifiquement une marque de luxe. Tout à l'heure, on parlait de Decathlon. Bah, ils sont dans le sport, donc potentiellement, ils ont déjà un attrait plus important C'est sur un vêtement qui est Les pensé vêtements pas pour la aérés, des technique. trucs comme C'est ça, ça, exactement. voilà, qui est pensé pour les sports extrêmes, etc. Donc Alors tu pour le vois coup, la je sais logique, pas si mais- tu vas avoir un vêtement aéré sur l'espace, mais Effectivement, c'est. En vrai, c'est une bonne question. Étanche, oui, mais qui respire, je pense que c'est des choses qui sont quand même je importantes. pense qu'il faut les deux et c'est pour ça qu'il y a tout un système de ventilation intégré et tout Et de ça. récupération peut-être de ta sueur pour alimenter un Ouais, circuit sans d'eau. doute, ça sans doute. Et ouais, l'idée du savoir-faire textile, c'est important et surtout sur une maison comme Prada, c'est cool. Et ce qui est assez fascinant, c'est que justement, on avait tendance à séparer un petit peu ces deux mondes, la mode d'un côté, l'ingénierie de l'autre, l'esthétique d'un côté et la science de l'autre. Mais en fait, en réalité, sur une combinaison spatiale, ça prend tout son sens d'allier tous ces différents univers. Donc ouais, forcément, ça doit protéger l'être humain qui est à l'intérieur.
Et dans une mission comme celle-ci, qui sera d'aller sur le pôle sud lunaire et de travailler dans des zones particulières avec des différences de température, Et des conditions extrêmes. Et des conditions, pour le coup, radicalement extrêmes. Je trouve ça très très cool. Et ils sont en train de faire des tests justement là pour les combinaisons qui sont en train d'être développées par Axiom Space notamment avec des tests en simulation sous-marine par exemple. Oui, ok. Et oui, parce que tu dois avoir la pression du vide spatial. C'est ça. Et justement pour évaluer ce côté sécurité et aussi mobilité, est-ce que tu es dans un espace confiné malgré tout Oui, parce que c'est pas un trajet en Uber où ils te posent là-bas, où tu fais 3 pas, tu sautes, t'es en gravité moins 50% et puis tu reviens. Faut s'imaginer que vraiment c'est des conditions très particulières où tu dois quand même être suffisamment agile pour être en capacité de faire l'entretien de ta station, de ton véhicule, enfin de ton, je sais plus comment ça s'appelle, mais dans les sorties extravéhiculaires là, tu sais quand ils font les réparations, ce genre de trucs. Tu dois avoir une combinaison relativement solide mais qui reste agile, qui permet de te maintenir ta bonne température. Ça doit être niveau scientifique, au niveau recherche et développement, ça doit être hallucinant ce qu'ils doivent faire. Et en même temps, quand tu reviens sur Terre, tu fais un petit bisou à la Terre en disant merci. Mais anecdote, ils ont des couches au décollage. Des couches, oui. Parce qu'en fait, c'est l'histoire du. Je sais plus c'était quoi, mais il y avait un moment pendant le lancement, il y avait eu un problème. Ils n'ont pas pu lancer la fusée, ils étaient en train de réparer, sauf que les pilotes, ils sont restés bloqués tellement longtemps. Le cockpit, l'autre, il a juste dit tant pis, je vais pisser, puis on verra après. Et donc, ils ont mis des couches après coup pour ce genre de truc-là. Pour l'anecdote, il y a une histoire qui s'inscrit un petit peu dans cette tradition. Alors, c'est pas cette anecdote-là. Ouais. Non, mais je me demandais si les couches étaient Prada aussi. C'est pour ça. On leur demandera. On leur demandera. On leur fera signe. Prada Expand Perse, le partenariat que personne n'a pas. Et apparemment, les combinaisons Apollo avaient déjà une histoire liée au textile, aux vêtements, parce que les combinaisons Apollo avaient été fabriquées par ILC Dover, une entreprise associée à Playtex, qui est connue à l'origine pour son expertise dans des produits de consommation comme les soutiens-gorge et les gaines. Ça me fume de rire parce que c'est vraiment ce genre de conneries. Tu sais, tu te dis, t'es en mode. Mais en fait, ça a du sens quand on te l'explique. Mais au départ, on te donne l'anecdote en mode ah bon, tu veux une anecdote dans le même style, tu sais, je crois que c'est l'anecdote dans l'anecdote. C'est l'anecdote dans l'anecdote, ça fait longtemps. Je sais plus si c'est la M81 ou la M16A4, donc la carabine qui a été utilisée par les forces américaines durant la guerre du Vietnam. Et tu sais, tu la reconnais parce qu'elle a une espèce de grosse anse en plastique à l'avant, un peu rectangulaire. C'est fabriqué par Hasbro. Oui, Hasbro, la boîte qui fait des jeux de société, des jouets et tout. Ils ont fabriqué des crosses de M4 pour la guerre du Vietnam. J'ai appris ça il y a 2 semaines. Je ne sais pas ce que vous ferez de cette information. Mais dans les partenariats insolites, je trouve que ça a toute sa place. Et en même temps, dans des repas à Noël, voilà. Est-ce que tu savais que Viggo Mortensen, quand il tape le casque, il se casse les pieds. En tout cas, je trouve que ce projet permet vraiment à Prada et même de manière générale aux maisons de luxe d'entrer dans l'industrie spatiale et même de manière générale de s'associer à une forme d'innovation extrême. Et à un moment où le luxe justement cherche aussi à se renouveler et à parler à des clients qui sont sensibles à la technologie, à l'exploration, enfin on voit beaucoup plus de sorties de personnes qui adorent courir, de personnes qui gravissent l'Everest, Mont Blanc, etc. Enfin, en tout cas, sur un côté beaucoup plus explorateur, je trouve que ça prend beaucoup plus de sens. Et on parle vachement de technologie avec les lunettes connectées, l'Apple Watch, les wearables qu'on peut avoir sur nous. Mais c'est vrai que peut-être que le textile, ça devient la prochaine grande interface qui nous permettra de manière générale d'avoir des données sur nous, sur notre capacité. Ce qui est assez rigolo, c'est que plus tu le parles, en fait, je viens de me rendre compte d'un truc, mais en fait, j'ai l'impression que le luxe appliqué au textile, à la mode, c'est le seul qui, jusqu'à présent, n'avait pas forcément, alors je fais une grosse extrapolation, mais de fonctions liées justement à la performance, parce que quand tu regardes dans l'automobile, les voitures qui sont chères, en général, c'est celles qui proposent un niveau extrême de performance dans leur domaine, c'est-à-dire que ce soit du franchissement, que ce soit de la vitesse, etc. Et en fait, dans plein de marques de luxe, elles viennent d'une expertise, et du coup, c'est du luxe parce qu'en plus, ils rajoutent des paillettes, etc. Mais dans le textile, en vrai de vrai, mis à part, je crois, peut-être Hermès qui a commencé avec les selleries de chevaux, etc., qui du coup était un domaine particulier qui s'est étendu après. Est-ce que tu as des exemples comme ça de marques de luxe qui ont commencé dans un truc, dans le textile en l'occurrence, qui ont commencé dans... Louis Vuitton, à la base, c'était des malles. C'était des valises de transport en fait. Oui, c'est vrai. Ensuite, ils sont déclinés dans. Mais est-ce que c'était des mallettes performance Non. Performance, non. C'était résistant ou c'était joli, je sais pas. C'était classe, je pense. C'était surtout classe et très pratique parce que aujourd'hui, tu trimbales plus avec carrément une armoire. Parce qu'à l'époque, tu mettais tes vêtements sur cintre dans ta boîte Louis Vuitton qui faisait ta taille. Qui faisait ta taille et surtout qui était fait main et tout ça. Donc c'était assez beau à voir. Après, c'est vrai que.
Je sais pas. Je suis pas hyper non plus calé sur l'histoire de toutes les marques de luxe, machin. Mais Même au niveau de la joaillerie, horlogerie, tu vois, tu avais des premières montres avec les connexions GPS pour se désynchroniser au niveau presque atomique. Je sais pas si c'était Rolex qui avait fait les premières ou un truc comme ça, mais enfin, il me semblait que tu avais dans le luxe un côté très appliqué à la recherche et à ce qu'on pouvait offrir de mieux pour ces trucs-là. Pour la mode, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse. On a fait des beaux trucs, un beau savoir-faire qu'après on applique dans un domaine lié à la performance. En tout cas, c'est sûr que peut-être que la prochaine étape, c'est directement lié à la performance collée à la peau, quoi, sur ce genre de marque. Oh, le shooting de la mission Artemis 4, il va être incroyable. Il va être fou. Il va être Il énorme. va être fou. Après, c'est vrai que les combinaisons spatiales deviennent de plus en plus stylées, mais bon, ça sera pour un autre sujet. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ces grandes maisons de mode qui peuvent aussi devenir importantes que les marques tech dans les objets portés, comme les lunettes, les vêtements connectés, peut-être que les vêtements spatiaux, peut-être que ça deviendra une nouvelle technologie déclinée pour le grand public et que ça sera une nouvelle matière à tester. Je reviens sur le sujet du tracking publicitaire. Hein. Vous savez, un sujet que j'aime beaucoup aborder. J'avais déjà parlé maintes et maintes fois des cookies. Hein. C'était la manière un peu archaïque à l'ancienne de te suivre, que les annonceurs utilisaient pour te suivre au travers des différents sites pour cibler tes préférences d'achat. Je vous avais parlé légèrement du fingerprinting, qui est une autre technique un peu plus insidieuse, un peu plus avancée. Fingerprinting, c'est on te fait un profil comportemental sur plein de petites métadonnées, à quelle heure tu consultes, depuis quel matériel, quelle zone géographique, peut-être une analyse de certains composants de ton ordinateur pour dire c'est tel profil. Peut-être que quelqu'un qui regarde depuis un Chromebook, il a moins d'argent que quelqu'un qui regarde depuis un MacBook M5 Pro Max Super Ultra. Aujourd'hui, je viens avec un nouveau truc et je suis étonné Super Ultra. Ouais, bah, c'est bon, il serait capable. Ça me va. Ouais, ça arrivera fort. C'est une prédiction, ça. Côté-moi là-dessus. Je reviens avec un truc, je suis étonné que ça n'ait pas fait plus de bruit. C'est UTIQ. Donc, UTIQ. C'est un tracker publicitaire qui a juste été développé par des opérateurs télécoms européens. Donc, attention, ça, c'est fait à la maison. Là, pour rentrer un peu dans le détail, c'est une co-entreprise, donc une joint venture, qui est basée à Bruxelles et qui est détenue à 25% par Deutsche Telekom, Orange, Telefonica, qui est, je crois, espagnol. Ou portugais. Je crois que c'est espagnol, mais qui est présent à l'international, et Vodafone. Et en fait, le but de cette technologie, en fait, c'est que l'identifiant ne vivra plus dans ton navigateur, mais sera directement chez l'opérateur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu connectes un appareil et que cet appareil fait des requêtes depuis ta connexion Internet, il est récupéré chez l'opérateur et qu'on te dresse un profil chez eux, depuis ta connexion. Donc, tu peux te mettre en navigation privée, tu peux effacer tes cookies, ça ne change rien, puisque à partir du moment où tu utilises ton abonnement, ton adresse IP, tu es traqué de la même manière. Donc même si Quentin il vient chez moi et qu'il consulte des dingueries de s'acheter des trucs de fou sur ma connexion... Une combinaison spatiale Prada, par exemple. Ouais, ou un appareil photo à 15 000 €, ça va être sur ma connexion, tu vois. Si tu utilises la connexion qui est chez moi. Je trouve ça un peu fou. Donc il n'y a plus d'histoire d'adresse MAC, d'adresse IP. Bah si, du coup. Alors adresse MAC, non, mais adresse IP, c'est plus l'adresse IP de ton appareil, c'est l'adresse IP de ta connexion. En fait, c'est ça qu'on parle quand on parle d'adresse IP, mais l'adresse IP de ton PC, on s'en fout. Ce qui compte, c'est celle de ta box. Quoi. De ta box, oui. Là, en fait, c'est surtout que c'est plus lié à ton appareil, c'est vraiment lié à la connexion que tu utilises, sachant que en fait, la connexion est différente si tu utilises sur ton téléphone ou sur ta connexion qu'on appelle broadband, qui est ta connexion filaire, en fin de compte, ta connexion fibre. Vu que les deux, c'est des abonnements différents avec deux adresses IP qui sont différentes. Là où ça passe de un poil bizarre à franchement hilarant, c'est qu'en fait, c'est un ancien projet qui s'appelait TrustPeed, qui a été rebaptisé après la polémique Super Cookie en 2022. Donc, en fait, c'est déjà un projet qui pue un peu la merde, qu'ils ont foutu un peu sous le tapis en changeant le nom. Mais ils se sont dit, ça va être une bonne idée, on va juste changer le nom. C'est ça. Mais ça a fonctionné. Hein. Tu sais, on peut parler de, je sais pas, des boîtes de vitesse automatiques de chez Peugeot. À l'époque, ils avaient mis dans la Twingo, qu'ils ont renommé après en disant c'est tout nouveau, ça vient de sortir, c'était la même. Ils ont juste changé le nom, je crois que c'était Toutronic, je sais plus quoi. Bref. Ils revendiquent 70 millions d'utilisateurs sur 6 marchés en novembre 2025 et 40 millions d'identifiants rien qu'en France sur le début 2026. Toute cette affaire-là, effectivement, qui pue un petit peu la merde. La bonne nouvelle, et je vous donne l'info dès maintenant, c'est que vous avez moyen de supprimer votre consentement. La mauvaise nouvelle, c'est que ça ne dure qu'un an. Pour faire ça, il faut renouveler tout le temps. Il faut renouveler tous les ans. Vous rendez sur le site qui s'appelle consenthub.utic.com. En vrai, vous tapez consentement UTIC sur votre navigateur et ça va être sûrement le premier lien. Donc, consenthub.utic.com. Et en fait, déjà, il y a un bouton pour savoir si votre connexion elle est éligible, puisque ce n'est pas forcément les mêmes opérateurs. Donc, ce n'est pas forcément applicable chez vous tous. Pour votre information, sur la partie mobile, en France, les opérateurs concernés, c'est Orange, Bouygues Télécom, SFR, Soch, qui est du coup la branche low cost de Orange, et Red by SFR.
Et sur la partie ligne filaire, du coup, Broadcom, ça va être Orange, Bouygues Télécom, SFR, Soch, Red by SFR et Free en plus. Et ça veut dire qu'on est déjà intégré, possiblement intégré dans ce truc-là. C'est une excellente question. Permets-moi de te répondre. En fait, comment est-ce que ça se présente à vous ? Vous allez avoir une petite bannière. Ce site utilise des systèmes à des fins d'annonce, machin, qui ressemblent beaucoup aux bannières de cookies que vous avez jusqu'à présent. Le truc, c'est que si tu regardes un petit peu dans le détail, il va peut-être te mentionner le fait que c'est UTIC qui est utilisé. Le consentement, il est explicite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais accepter pour accéder vite à ton site, là, tu effectivement donnes ton consentement pour utiliser ces données. La bonne nouvelle également dans ce truc-là, c'est qu'il prône la transparence, sachant que personne ne sait comment c'est foutu, comment c'est traité derrière, mais il prône la transparence. Quand tu te rends sur le consenthub.utic.com et que tu cliques sur vérifier, tu peux voir où est-ce que tu as mis ton consentement et du coup, où est-ce que c'est référencé par rapport à l'IP que tu es en train d'utiliser. D'accord. Info pour moi, par exemple, c'était le tracking, il était mis en place sur mon téléphone. Vu que c'était une ligne différente, j'avais accepté aucun truc, mais sur mon téléphone, ça fonctionnait. Alors que sur ma connexion Internet de mon domicile, ça ne fonctionnait pas. Il me disait que ce n'était pas supporté. Je suis toujours un petit peu fasciné par ces moyens qui sont mis en place pour essayer de identifier nos habitudes d'achat et nous vendre des trucs. Un truc qui est un petit peu fou là-dedans, c'est la CNIL. Vous savez que la CNIL, donc la Commission nationale informatique et liberté, ils font un peu les morts. Ouais, j'allais dire, ils en disent quoi Ça dort. Ok. Comme d'hab, ça dort. Okay. Ils ont annoncé qu'ils suivaient de près, mais il n'y a aucune position officielle. Par contre, l'autorité allemande, la BFD, elle s'est impliquée dans le pilote en mode on va bien voir ce qu'on fait, vous allez contrôler, etc. C'est fou parce que je trouve qu'on est tellement donneur de leçons quand on parle des Américains et même des Chinois, quelque part, sur la traçabilité de la population, etc. C'est juste que nous, j'ai l'impression, on est pareil, mais juste qu'on n'assume pas, quoi. Ou alors, on le fait discrètement et puis on le dit pas. Et puis quand ça viendra aux yeux du grand public, c'est « Ah bon ? En tout cas, moi, UTIC ne semble pas disponible pour votre connexion. Alors là, tu es en Wi-Fi. Vas-y, désactive ton Wi-Fi. J'ai fait. Ah, c'est vrai. Et pareil, ah, bah, les trop deux. Bien. Bah écoute, bénéf. I'm not traqué, yes. Allez. Ça fait plaisir. Comment ça fonctionne derrière ? Donc effectivement, UTIC, c'est une boîte qui va récupérer ces informations-là, encore une fois, depuis les opérateurs qui ont créé ou qui participent. Ouais, c'est ça, qui sont intégrés dans le programme. Ils transforment ce signal en ce qu'on appelle un consent pass, donc un pass de consentement, un ticket de consentement, qui est un identifiant stable qui est chez eux. Et en fait, cet identifiant, ils le donnent à des Martech Pass, donc tout ce qui est marketing de site qui va être renouvelé tous les 90 jours. Il y a les AdTech Pass, donc tout ce qui est publicité programmatique qui est renouvelé tous les 48 heures. Et les Attribution Pass, Conversion Pass, qui sont les outils de mesure et d'attribution. Donc c'est un poil compliqué, mais tout ça pour dire qu'en fonction de ce que tu as besoin sur des infos statistiques, des infos publicitaires, etc., ils les vendent et ils les renouvellent de diverses manières en fonction des besoins. Est-ce que vous, de votre côté, c'est quelque chose que vous trouvez fondamentalement différent du tracking qu'on met en place ? Est-ce que ça vous gêne, ce côté un petit peu insidieux, que ce soit directement l'opérateur qui vous suive de la sorte ? Le fait déjà que tu puisses regarder et retirer ton consentement, déjà c'est cool, parce que sur les cookies, tu peux pas le faire. Alors, tu pouvais le faire d'une certaine manière, si, mais c'était un peu plus... Après, c'est toujours pareil. En fait, je pense que tout est faisable, mais soit... c'est pas très connu du grand public. Moi, c'est ça plus que j'aime pas. C'est en fait, oui, on peut retirer son consentement, mais s'il n'y a pas de communication autour de ça, que personne n'est au courant, en fait, clairement. C'est comme les Blocktel ou les trucs comme ça pour enlever le démarchage téléphonique. Pour moi, c'est faux cul de ouf, tu vois. Parce qu'en gros, ils disent oui, non, c'est au cas. Parce qu'en fait, ils ont toujours peur du backslash. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire ces genres d'entités-là, elles ont toujours peur de la réaction du peuple, entre guillemets. Donc, ils mettent ce genre de choses en disant non, mais vous pouviez retirer votre consentement. T'as envie de dire oui, mais connard, si je suis pas au courant que ça existe ce truc, comment je fais, tu vois ? Exactement. Ah, mais jusqu'au moment pas toutes les petites lignes là. Exactement. Jusqu'au moment où une boîte américaine va arriver en disant voilà, on vous propose la solution pour ne pas apparaître sur ce genre de trucs, supprimer les cookies, bloquer ton numéro partout. Et la France dira ouh là là, souveraineté. On va pas accepter ça. Et on vous met dans le fameux DMA. Mais ça, alors la souveraineté, tu fais bien de le mentionner parce que c'est aussi là-dessus qu'ils veulent se positionner sur le marché de la pub parce qu'en fait, ça deviendrait une alternative à tout ce qui est le AdSense proposé par Google et par Meta européen. Moi, je trouve que c'est une nouvelle merde différente. Alors peut-être que c'est chez nous, mais ça reste la même merde, voire c'est même plus insidieux que les techniques utilisées par Google et par Meta, si c'est possible.
à voir si c'est c'est juste se faire. Tu préfères le cancer ou le sida, quoi. Pour moi, c'est à peu près le même discours. Ouais, puis ce qui est chiant, c'est que jouer la souveraineté pour dire juste c'est français, c'est pas C'est forcément même pas intéressant. français. C'est Ouais. européen, c'est même pas français. Donc la solution, c'est peut-être de se rapprocher des acteurs qui ont déjà un énorme pied dedans et s'associer à eux pour créer une nouvelle formule qui peut fonctionner. Ouais. Tu vois, ça peut être plus intelligent que juste dire ouais, on a créé un nouveau service, vous allez voir, ça va être trop bien, qui en fait dans 1 an le truc fermera les portes parce qu'en fait on se rend compte que ça satisfait personne et voilà quoi. C'est ça. Pour votre information, d'ailleurs, les utilisateurs de NuBlock Origin, donc ceux qui l'appellent uBlock, mais c'est de la ligne grecque ça se prononce NuBlock, ça bloque Utic. Donc si vous avez déjà l'extension, en théorie, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire. La moralité de l'histoire, c'est faites attention quand vous cliquez sur les bannières accepter pour accéder vite à votre site. Toujours refuser. C'est peut-être 2 clics en plus. Refusez si vous pouvez. Et sinon, il faut aller vraiment dans le côté paramétrer, entre guillemets, son consentement. C'est ça. Et il faut décocher. Alors, des fois, c'est relou. Ouais, c'est relou, hein. Des fois, il y en a beaucoup, mais des fois, ça va. Il y a des sites, ils en ont que 4-5, tu vois, ça va assez vite. Mais effectivement, c'est une friction. Et, après, mais c'est sur ça qu'ils jouent, pour valider votre consentement. Et ce qui est cruel dans ce truc-là, c'est qu'on parle de NuBlock, par exemple, et tu as des sites de news qui crèvent parce qu'on bloque la publicité pour eux. Mais en même temps, bah, tu as en fait ce truc de blocage parce que tu en as marre d'être pisté. En fait, il y a ce truc qui est un peu. En fait, je trouve que ce truc contribue à pousser les gens à avoir des bloqueurs de pub. Là où, par exemple, moi, je sais que quand uBlock a été désactivé côté Chrome, j'ai pris le parti pris de dire bah, tu sais quoi, je vais pas chercher d'alternative ou de contourner le truc plus loin. Parce qu'effectivement, de temps en temps, je regarde des sites de news et j'en ai un peu marre de voir l'Internet qu'on avait eu à l'époque qui était considéré comme. En tout cas financé par la pub, pas gratuit, mais financé par la pub, eh ben, ça me fait chier de voir crever des sites. Et en fait, on va arriver à un Internet où ça sera un Internet, soit tu bouffes de la merde, soit tu as de l'argent pour acheter. Ou alors, tu fais ça à travers une intelligence artificielle. Ouais, mais donc c'est tu la fais même tes merde. recherches là-dessus. Bah non, parce que du coup, tu n'as pas à tout accepter. Oui, parce mais que tu lui demandes une info sur un truc et il te. en fait, du coup, c'est l'IA qui consulte le site à ta place, donc t'as pas de requête qui est faite directement sur le site, donc les pubs ne s'affichent pas. Donc c'est un autre problème qui répond pas à la problématique de Mathieu, qui est que en fait, t'as que les médias plutôt bien référencés qui vont apparaître et que les petits médias indépendants, ils sont pas indexés par les services IA. Pour ton point, par contre, bon point, je vais faire le petit aparté là-dessus, mais effectivement, si vous consultez des sites qui aujourd'hui sont des petits sites qui sont financés par la pub, sachez que NuBlock, Brave, tous ces trucs-là, vous pouvez configurer pour qu'ils s'activent que sur les whitelists pour pas que ça s'active sur certains sites. Voir si vous êtes vraiment très titieux sur certains types de pubs plutôt que d'autres, vous pouvez désactiver, choisir à la main certaines pubs qui s'affichent ou pas d'autres pour avoir une expérience relativement simple et agréable pour vous, tout en quand même contribuant à votre manière au financement du site. Bah ça, tu vois, pour moi, pour terminer sur ce point-là, quand même, c'est clair, quand je rentre dans un site et que je vois 350 000 bannières, là, par contre, je trouve que le site, il mérite ce qui lui arrive, c'est-à-dire, moi, je ferme. C'est pas je bloque les pubs, mais je ferme carrément le site. Je dis, bah tant pis, je consulterai pas la news sur le site. Donc, il y a un travail aussi à faire du côté des éditeurs de sites, même si je comprends qu'en fait, ils sont obligés d'occuper chaque mètre carré disponible, centimètre carré disponible, pour essayer d'arriver à se financer, parce que c'est compliqué. Mais c'est un autre débat. Mais grosso modo, tu as quand même cette dualité de marre d'être fliqué et en même temps, t'as pas envie de tuer forcément des sites qui méritent encore parce qu'ils font du bon taf sur le contenu qu'ils proposent. Les mecs, on va parler cette fois-ci de Xbox, qui est en ce moment un des sujets qui me fascine le plus. Moi, je voudrais avoir un petit peu actuellement votre ressenti sur la marque Xbox en général. Vous voyez la marque comment, on va dire dans sa globalité, mais en 2 mots, genre, est-ce que vous trouvez que c'est encore une marque forte ? Est-ce que pour vous c'est une marque en déclin ? Ou est-ce que, voilà, notamment sur cette partie-là, Je dirais compliqué, moi, en un mot. Ouais. Compliqué ? Ouais. Alors, je suis assez d'accord avec toi, mais pour nuancer le propos, je trouve que c'est une marque qui a trop été tributaire des mauvaises décisions de Microsoft. On a dit un mot, Rewan. Non, mais ça me va, hein, franchement. Mais oui, c'est vrai. C'est une marque qui peine à se retrouver, je pense. Xbox, initialement, c'était les précurseurs du gaming multijoueur, du gaming à l'échelle sur Internet, etc. Pour moi, la Xbox, c'est la légende du jeu. Pour moi, c'est vraiment le mélange de la tech pure et dure et du gaming, en fait. C'est autant Sony, par exemple, on sent qu'il y a vraiment un côté divertissement. Ils sont nés dans la culture du jeu vidéo, machin. Nintendo, Sega à l'époque et tout était dans cette veine-là. Vraiment, la naissance d'Xbox, c'est dire on prend le monde austère un peu de l'informatique, vénère, machin, mais très technique,
et on apporte le jeu vidéo, le divertissement, le tout pour monter à un niveau de technicité au-delà de la concurrence. Il faut bien se rappeler qu'à l'époque, la première Xbox qui est sortie, elle broyait les PC de l'époque, ce qui aujourd'hui est risible quand t'entends ce genre de truc là. Ouais, donc faut savoir que moi, plus je regarde un petit peu ce qui se passe côté Xbox, plus je me rends compte qu'en fait, on comprend, on se voit pas à quel point la marque est en danger aujourd'hui. Ouais. Ils ont fait énormément de choix à divers et variés pour partir dans tous les sens, quoi. Je pense que le premier faux pas a été l'arrivée de la Xbox One, la première, qui a transformé un petit peu la console en hub multimédia avec l'obligation du Kinect. Kinect que moi j'ai eu avec la Xbox 360 et tout ça. Lorsqu'ils ont annoncé la Xbox One, la Kinect était de base obligatoire. Je crois qu'elle était livrée avec. Elle était livrée avec parce qu'à l'époque, l'idée... en fait, ça partait d'un postulat moi que je trouvais intéressant. Moi, je me rappelle avoir vu l'annonce et moi, n'étant pas, à l'époque, étant plus technophile que joueur, je trouvais l'approche d'Xbox intéressante. C'était quoi? Tout simplement, c'était un hub multimédia et il montrait des cas d'usage que je trouvais intéressants. Genre, tu regardes ton match de foot américain ou de sport, entre guillemets, et en fait, l'idée, c'était de dire, bah, tu peux faire un call. Quentin, il est chez lui, toi, tu es chez toi. On revient encore une fois, pour moi, au côté immersif, tu vois, quand un peu la VR. Et en gros, la Kinect servait de webcam, tout simplement, et tu pouvais regarder le match et avoir tes potes qui regardaient le match avec toi, chacun avec sa caméra. C'est le truc que la Switch, d'Apple. Le truc que la Switch 2, elle a fait il y a pas longtemps sur Mario Kart Tour et que personne n'utilise, là. Voilà, exactement. Mais là, pour le coup, c'était plutôt orienté sur le côté sport, le côté... Voilà. Et on regardait le truc, et avec toute la technicité, c'est-à-dire que si tu te levais pour commenter, pour faire commenter une action de manière gestuelle et tout, tu avais la caméra qui te suivait. Donc, il y avait vraiment ce côté très, très intéressant que j'aimais bien. Faut savoir que, bon, on l'a appris, hein, cette présentation, elle a été considérée par même les gens de chez Xbox en interne comme la pire présentation de l'histoire du jeu vidéo, hein, pour une console. La Xbox One, c'était compliqué comme lancement. Ça a été des changements de politique aussi également assez violents. Mais parce que personne n'a rien compris. Voilà. T'achètes une console de jeu, tu te retrouves avec une télé, un Plex, c'est bizarre. Puis surtout, tu te retrouves avec une brique par rapport à la concurrence qui n'avait rien à voir. Esthétiquement parlant, c'était des aberrations. Et le prix a explosé. C'était beaucoup plus cher que... Avant la Xbox One, c'était la 360. La 360, c'est pas du tout la même philosophie. Et c'était légendaire, la 360, je suis désolé, mais le combat PS4 Xbox 360, elle était fou. Et beaucoup disent que d'ailleurs, à cette époque-là, la Xbox 360 avait largement gagné un peu la guerre des consoles versus la PS3, qui s'était perdue aussi en chemin avec Sony, qui avait fait des tarots, c'était n'importe quoi. Alors que le multijoueur était payant sur Xbox 360, qui était gratuit sur la PS3. Par contre, il y a une anecdote un peu célèbre. Alors, je voulais pas remonter autant de temps dans le passé, mais il faut que... on va y remonter, t'as fait un sujet sur Xbox, fallait pas me lancer dessus. On était dans les anecdotes un peu folles. Il faut savoir qu'à l'époque, Xbox, quand ils présentent la Xbox One, ils avaient fait tout un système très compliqué pour pouvoir se prêter les jeux de manière digitale. Parce que l'idée, c'était vraiment déjà à l'époque de pousser le dématérialisé. Et dans une conférence, Sony, quand il présente la PS4, il dit alors, vous voulez prêter vos jeux? Pas de problème, on vous montre comment on fait. Il prenait une jaquette de jeu, il l'a passée à quelqu'un d'autre, il dit voilà comment on prête un jeu. Alors que chez Xbox, le troll. Toute une procédure de bâtard pour pouvoir se prêter les jeux. Donc, c'était pour vous dire toutes ces choses-là. Je pense que le faux pas, en tout cas, la glissade qui a fait que la descente a été longue et très douloureuse pour Xbox, elle date de cette époque-là. Après, ils ont essayé de remonter la pente, etc. Ils ont fait venir des gens du monde du jeu vidéo très respectés comme Phil Spencer, qui est un joueur, qui est quelqu'un qui était extrêmement respecté dans le monde du jeu vidéo, parce que le gars était un passionné de jeu. Et d'ailleurs, même en étant un peu à la tête de Xbox, à l'époque, il n'avait aucun souci à se poser avec toi, à parler du jeu de Nintendo, du jeu de la plateforme concurrente, tellement il aimait ça. Donc lui, il est arrivé, et peu de temps après aussi, enfin quelques temps après, il y a Sarah Band aussi qui est venue et qui était CEO de Xbox. Parce que justement Phil Spencer il prenait un peu plus de galon, il était un peu au-dessus de la mêlée, et en fait il faut savoir que Sarah Band en interne, de ce qu'on a entendu, elle n'a été pas forcément très appréciée, et eux ils ont annoncé un virage très extrême de la part de Xbox. C'est que pour eux ton test de grossesse à la maison est une Xbox. En gros, c'était la philosophie, tout écran devenait une Xbox. Alors ils ont beaucoup le Game Pass, ils ont beaucoup misé sur le cloud gaming en général. Alors t'avais pas que le cloud gaming, t'avais le fait de pouvoir te connecter sur ta Xbox et de jouer à distance, et t'avais le Xbox Game Pass qui était là pour le coup chez Microsoft, chez Azure, avec le jeu à distance, qui en soi
est pas forcément une mauvaise idée. Juste, niveau rentabilité, c'est un modèle qui est très compliqué. Et je pense que là où tu vas aller, c'est effectivement le Game Pass, mais plutôt le Game Pass avec la forfaitisation des jeux qui sortent. Exactement. Pour moi, c'est ça l'évolution vraiment de Xbox, c'est qu'ils sont passés d'une console, juste une console de salon, à une console qui se joue absolument partout. Et en fait, l'Xbox, c'est plus une console, c'est un service, une plateforme. Exactement. Et c'est là où je pense qu'ils se sont vachement perdus. Et moi, j'ai bossé avec Xbox sur cette campagne, justement. Tout est une Xbox. Je joue à la Xbox sur mon iPad. Je suis parti découvrir le salon du jeu vidéo à Berlin, justement, dans ce cadre-là, avec la Rogala, etc. Donc, oui, il y a eu des innovations, mais en fait, ils ont perdu, à mon sens, le cœur de ce qu'était Xbox à la base. Et surtout, en fait, c'est bête, mais je pense que la strat dans leur tête, c'était de se dire Xbox, c'est le jeu de chez Microsoft. Et en fait, s'ils avaient appelé ça Microsoft Cloud Gaming ou un truc comme ça, personne... Ouais, mais enfin, tu vois ce que je veux dire? S'ils avaient séparé la partie Gaming Cloud de la partie la Xbox, c'est la console avec notre service Xbox, etc., tout le monde aurait compris. Et je pense qu'ils se sont dit, non, c'est du jeu, ça va chez Xbox, ça aura le nom Xbox. Pour moi, c'est un enchaînement de faux pas. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu déjà ce premier narratif qui a complètement misé sur la fin des consoles, entre guillemets. Comme vous le disiez, Xbox est un service, un peu comme Netflix. Je pense que Netflix a été pour eux une grosse inspiration. Il y a aussi eu en fait, les déclarations un peu terribles de Satya Nadella, qui ne va pas être un gros joueur au demeurant, mais qui a voulu mettre un peu son grain de sel et qui a dit les exclusivités, c'est quelque chose que je déteste. C'est un truc que je trouve n'a aucun sens. C'est tellement débile. Je vais faire un aparté là-dessus, si tu me le permets. Vas-y. Grand fan de Halo que je suis, en ce moment, ils sont en train de faire Halo Campaign Evolved, qui est un remake complet de Halo 1, avec des graphismes next-gen, de nouvelles missions, etc. Le jeu se lance avec, tu sais, le petit trait en bas, image capturée du jeu sur PS5 Pro. Ouais. Quand tu vois PS5 Pro sur un Halo, en général, tu te grattes la tête, t'es en mode... Attends. Comment ça? C'est une licence Microsoft, hein. Pas depuis le début, je suis un menteur, parce qu'à base, c'était Bungie qui a été racheté. Effectivement, mais c'est un peu comme nous quand on a vu arriver Sonic chez Nintendo. On n'était pas prêts, en fait. C'est ça. C'était le même traumatisme, en fait. Ou, comment il s'appelle God of War. Ouais. Je crois que God of War, tu les as sur Xbox ou c'est toujours des exclus? God of War, non, il est arrivé sur PC, mais ma connaissance... Je ne sais pas. Bref, peu importe. Mais quand tu vois Sonic faire un check à Mario, pour nous, ça, c'est le multivers. Tout simplement, ça n'est pas censé exister. Les deux sont censés se tirer dessus. Mais voilà. Et en gros, il y a eu ce truc-là. Donc, il y a eu un petit peu une dévalorisation des consoles. Et on l'a vu, les ventes, elles se sont écrasées. Les gens se sont dit, pourquoi acheter une Xbox si en fait, ça devient un service? Donc ça a été un très mauvais move. J'ai vu même des magasins réduire les corners Xbox à peau de chagrin. C'est-à-dire que tu avais un méga truc PlayStation, Nintendo, etc. Et Xbox, c'était une étagère. Donc, aux États-Unis, on voyait beaucoup ce phénomène-là sur les réseaux sociaux. C'était assez ouf. Et en fait, petit à petit, ça a commencé à sentir vraiment le roussi de ouf. Et sachant qu'ils avaient tout misé sur le Game Pass. Et on a vu qu'en fait, le Game Pass n'était pas rentable, n'était pas un business model rentable pour le monde du jeu vidéo. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On va faire un bilan rapide, mais aujourd'hui, Phil Spencer, Sarah Bond ont disparu. Et ce qui est drôle, c'est qu'on n'en entend plus parler. Ils travaillent plus là-bas, ils sont pas décédés. Ouais. Ils ont disparu du jeu vidéo vraiment depuis leur départ. C'est fou. Et tu vois, autant une Sarah Bond qui était un peu une meuf sortie de nulle part qu'on ne se connaissait pas trop, c'est assez étonnant de voir un Phil Spencer qui aujourd'hui est aux abonnés absents. Et ils ont fait venir quelqu'un, c'est très étonnant, qui s'appelle Asha Sharma. Et c'est un gros pari quand même pour Xbox parce qu'à la base, elle vient du monde de l'intelligence artificielle. Et on sait actuellement que quand tu mets l'intelligence artificielle dans le jeu vidéo, ça clash un peu. Et je sais pas si tu l'as l'info, mais j'ai regardé une interview de elle qui... Un des premiers moves qu'elle a fait quand elle est arrivée sur le truc, elle a dit Copilot pour gaming, ça dégage. On parle d'une meuf qui vient de l'intelligence artificielle. Et la meuf de l'interview lui dit pourquoi ce rétropédage? Elle dit on a juste écouté les joueurs. En fait, ils s'attendent pas à avoir de l'IA dans leurs jeux vidéo parce que Copilot pour les jeux vidéo... Sur les consoles. Ouais, mais en fait, c'était un truc qui pouvait carrément, apparemment, l'objectif, c'était de faire un truc qui jouait à ta place, qui t'aidait quand t'étais bloqué à certains niveaux. Et les gens sont en mode, non, je veux pas ça. C'est pas le but, en fait. Je veux pas des walkthroughs faits par Copilot, machin. Quand j'achète la Xbox, je veux ma manette et je veux jouer. Et je trouve que c'est un move très ballsy, mais qui est très... représentatif de potentiellement du virage qu'elle peut apporter du fait qu'elle soit nouvelle dans cet écosystème. Alors c'est marrant et on pourra peut-être un jour en faire un épisode là-dessus, mais moi j'ai discuté avec Nvidia et je pense qu'il y a un petit couloir pour l'intelligence artificielle de manière utile pour les joueurs.
Je vais donner un exemple, histoire de ne pas laisser sur un mystère, mais par exemple, quand tu es père de famille et que tu as de moins en moins de temps pour jouer, je trouve que l'IA compagnon qui pourrait essayer de t'aider à ne pas t'éparpiller dans des jeux où c'est des mondes ouverts, où tu as tes 15 000 quêtes secondaires et tout, qui t'aide à tenir une ligne droite, mais c'est ça le ça peut but être de intéressant. ce genre de jeu. Oui, mais parfois, en fait, par exemple, tu as envie de faire Cyberpunk. Moi, j'aime beaucoup Cyberpunk, j'aimerais bien le faire, mais j'ai pas envie de passer 65 000 heures dessus, tu vois. J'aimerais faire la quête principale et basta. Tu vas me dire, fais la quête principale. Sauf que comme tu es à chaque fois, le but quand même, c'est d'essayer de t'amener sur des quêtes secondaires. D'ailleurs, apparemment, sur Cyberpunk, elles sont vraiment très bonnes. Mais voilà, tu es tout le temps à pâter pour essayer d'aller faire autre chose. Moi, un GTA, je lâche l'affaire au bout de très rapidement. Je comprends, mais parce que, c'est comme si tu disais je veux regarder un film, mais je veux juste avoir le fil rouge, je veux pas avoir les détails. Je veux juste lire un avoir livre l'acteur principal. et je veux Non, mais juste je vais regarder suivre le un film. truc. Non, mais par exemple, je peux avoir envie de voir un film, mais j'ai pas envie de voir le making-of. J'ai pas envie qu'on m'engraine à aller voir, je sais pas moi, la À regarder la production, série pour comprendre le film. Voilà, ouais, j'ai je pas comprends. envie de. Voilà, il y a des gens qui ont besoin d'être cadrés. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être cadré et je trouve qu'il y a un truc. Mais bon, l'idée, c'est pas de trop s'éparpiller. On va revenir là-dessus. Mais moi, ce qui me fume un peu, c'est que quand je regarde tout ce qui est fait du côté des Asha Sharma, moi, j'ai l'impression qu'elle est juste en train de terminer en silence tout ce que Satya Nadella avait dit. Parce que moi, j'ai une théorie du complot qui fait que Phil Spencer, qui est un passionné du jeu vidéo, qui a fait tellement d'erreurs depuis qu'il est à la tête du truc, je pense qu'en fait, il avait les rênes du bordel jusqu'à ce qu'à un moment, Satya Nadella lui a dit « Écoute frérot, maintenant, on a lâché v'là l'oseille pour acheter plein de studios, dont Activision, Blizzard, King, qui nous a coûté une turbo-couille. Bethesda. Exactement, Bethesda et tout ça. Et comme je pense que les résultats ont tardé à arriver, je pense qu'ils ont été mis sous tutelle de Satya Nadella. C'est-à-dire que les mecs, ils avaient plus la voix au chapitre et qui devaient suivre un petit peu les prérogatives du gars qui faisait un peu au doigt mouillé. Et qui en a pas grand chose à foutre. Pas d'Xbox en général, parce que c'est comme une marque importante. Mais Non, le mais jeu il veut vidéo, la lui, ça rentabilité, l'intéresse quoi. pas. Ouais, c'est Il dit, ça. hein, il veut un retour sur C'est un investissement. businessman. Et surtout, tu regardes les sorties de Starfield, Bethesda, qui était abominable. Le jeu pue sa grand-mère, hein, je sais pas comment dire autrement. Halo Infinite, qui est pas spécialement un mauvais jeu. J'ai plutôt apprécié la campagne, étant un grand fan d'Halo. Mais multijoueur qui était sorti sans la forge. Putain, ils ont sorti un Halo sans la forge, l'éditeur de map qui était la fonctionnalité légendaire. Et ils ont voulu prendre un angle. Déjà, open world, je comprends pas. Mais surtout, e-sport. Pourquoi un Halo e-sport? Créez votre licence, faites un autre truc, récupérez des licences Activision Blizzard. Et cette série de mauvaises décisions a fait que Xbox, du coup, a perdu une certaine crédibilité sur le milieu du gaming, pas seulement sur la plateforme, mais sur les jeux qui étaient en capacité de produire. Ça a tellement foutu le bordel Halo Infinite. Tu avais une campagne multijoueur qui était prévue, ils l'ont annulée au bout de, je sais plus, 3-4 mois. Le studio qui était Bungie, qu'ils avaient racheté, qui s'est reséparé après, qui s'est rebrandé pour la partie Xbox, qui s'est rebrandé 343 Industries. Il a changé de nom, il s'est appelé Halo Studio après. En milieu de je crois que ça faisait 1 an que Halo elle était sortie. C'est compliqué, alors que c'est des licences phares et que c'est que les gens, ils ont grandi avec ces licences-là, tu vois. Et il y a juste un truc qu'on n'a pas évoqué, mais qui pour moi participe un peu à la descente aux enfers de Xbox, c'est un moment ce flou en disant on va carrément presque effacer la marque Xbox pour se transformer en Microsoft Gaming et mettre en avant, comme tu le vois un peu sur la roguelike, donc tu as un Windows. Et en fait, tu as une surcouche Xbox devient une surcouche logicielle qui vient se mettre pour optimiser l'expérience dite de jeu. Mais quoi qu'il en soit, Asha Sharma, ça fait 100 jours qu'elle est là, déjà, depuis chez Xbox. Et en fait, elle a déjà commencé à essayer d'y mettre sa patte. Alors, ce qui est drôle, encore une fois, hein, c'est que c'est une personne qui n'est pas du tout du monde du jeu vidéo, mais qui a vraiment tout fait pour essayer de se faire accepter de la communauté. Elle a été vraiment en mode... Ces 100 premiers jours ont été vraiment de l'observation. Essayer de comprendre un monde qu'elle connaît pas énormément, parce qu'elle vient de l'IA, mais elle s'est appliquée vraiment à essayer de comprendre la problématique. Et ça, c'est une très bonne chose. Malgré tout, elle a fait un post là, ils ont fait un peu un constat sur les 100 prochains jours de Xbox. Et très clairement, c'est en fait, quand tu regardes ce rapport, tu as l'impression qu'en fait, tu sais, on voit Xbox en difficulté, en galère et tout ça, à la traîne. Mais là, en fait, tu as l'impression que Xbox est à la limite de mourir quand tu l'écoutes. Je vais vous donner quelques chiffres rapides pour essayer de comprendre un petit peu où est-ce qu'on en est. C'est que Xbox, actuellement, alors, ils ont investi 20 milliards de dollars en 5 ans. Et en fait, leur baisse de revenus annuels, c'est 1,5 milliard par an à chaque fois. Malgré les investissements qu'ils ont faits. C'est-à-dire que là, quand je te parle des 20 milliards de dollars, j'ai même pas ajouté Activision Blizzard, King, qui a été un des plus gros rachats avec Bethesda, sur tout ce qu'ils ont essayé de faire pour
essayer de devenir le gros Xbox avec tous ces gros studios, etc. Putain, quand tu regardes les thunes que ça génère, Activision Blizzard, en plus, c'est fou que ça se casse la gueule comme ça. Et Blizzard, aujourd'hui, est un peu devenu l'ombre de lui-même, hein, parce qu'ils font que des mauvais choix sur les grosses licences, quoi. Ah bah après, oui, mais ça, c'était, je pense, pour, tu sais, avant la vente, que ça fasse toucher les bonus, parce qu'il y a des jeux qui se vendent, et comme ça, au moment où ils récupèrent le truc, les jeux sont sortis. C'est pour ça que Call of Duty Modern Warfare 3 était à chier, je pense, mais bon, c'est un autre débat. À cela, un des fils rouges de la tech dont on parle souvent ici dans Bubble, tu rajoutes à cela les problèmes aujourd'hui qu'on a avec le matériel, c'est-à-dire le coût du stockage du SSD, le coût de la RAM. Et c'est simple, en fait, c'est intéressant, elle raconte quelque chose de ouf, quoi. C'est qu'elle dit, depuis qu'elle est arrivée, en tout cas en 2 ans, le coût du matériel, il a été multiplié par 5. 5. Donc, je te laisse imaginer aujourd'hui combien coûte un SSD versus il y a 2 ans. Tu prends le prix, tu divises par 5. Je pense que c'est en partant de ce constat aussi qu'ils se sont dit on va se tourner vers le côté plateforme et pas sur le côté matériel. Mais en fait, c'est une erreur à ne pas commettre. À rappeler quand même qu'avant, ils prennent quand même le virage avant toutes ces merdes autour de l'IA. Hein. C'est vraiment un truc. Mais en fait, le souci, c'est que ça les a mis en position. Il y a 5 ans, les consoles elles étaient déjà lancées. Oui, elles étaient X, la plateforme lançait, mais tu n'avais pas l'engouement à l'heure actuelle comme pour les chats GPT et tout quand c'est arrivé. Oui. Alors que Microsoft avait déjà quand même pas vraiment beaucoup mesuré sur la partie, misé sur la partie infrastructure, plutôt data center, puisque eux, ils avaient déjà Azure, qui est utilisé par plein de sociétés et qui ont de la puissance de calcul vraiment très très forte. C'est-à-dire que les mecs, ils annoncent la fin de la console, mais qu'ils font pas une fin nette, directe, en disant on arrête de produire des consoles. Ils continuent à produire des consoles. Sauf que maintenant, en fait, comme tu n'es pas en position de leader comme un Sony ou un Nintendo, quand tu vas voir tes fournisseurs pour avoir des produits, bah, ça coûte extrêmement cher. Parce qu'en fait, en plus, tu produis des consoles qui ne se vendent pas. Comme le produit, il a été dévalué par Microsoft en disant les consoles maintenant c'est derrière nous, quoi. Donc les gens ils se disent je vais acheter une PlayStation puisqu'en fait finalement Xbox va faire venir tous ses titres dessus. Bref, ça a été un choix catastrophique au niveau stratégie. Donc ils sont en train de faire un rétropédalage de tout ce qui est en train de tout ce qui a été fait, c'est-à-dire que là on remet en avant la marque Xbox. On essaye de revenir sur un modèle d'exclusivité qu'ils avaient complètement arrêté. On le voit notamment, et tu parlais de Halo. Halo maintenant sortira sur PlayStation. Il n'y a plus le choix parce que je pense que le deal, il est trop en avant et ils ne peuvent plus faire un rétropédalage. Mais on a vu par exemple qu'ils ont sorti Gears of War, là, notamment parce qu'on sort d'une période quand même là, qui était un gros temps fort du jeu vidéo. Hein. On parle de la Summer Game Fest, etc. Et Xbox qui a fait une conférence. Et apparemment, il existait une vidéo de la conférence Xbox qui est préenregistrée, où à la base, on voit Gears of War, E-Day, donc, et avec la mention PlayStation, avec le logo et tout. Il a été retiré à la hâte parce que ils ont eu le temps, pour le coup, de sauver ce titre-là en disant non, maintenant, il redevient complètement exclu pour donc, du coup, Xbox. Ouais. Ils ont aussi fait la même chose pour Clockwork Revolution, que je ne connais pas vraiment, et donc qui deviennent vraiment des exclusivités. Et il y a un autre projet là qui est complètement rebooté en interne et ça me termine parce que je pense qu'on est très en avance de phase sur ce projet-là et je ne sais pas comment ils vont devoir... ils parlent même, je crois, de micro-ajustements. Ils vont essayer d'ajuster ce qu'ils peuvent. Mais ils ont le projet Helix, qui est c'est le nom de code de la prochaine console, qui avait été déjà teasé même par Sarah Band en disant il y a une prochaine console qui va arriver. Elle va coûter extrêmement cher. Ça sera du très très haut de gamme. C'était aussi un peu pour cacher la misère en disant les prix des composants sont tellement rêches qu'on ne va pas arriver à les faire descendre. Quoi qu'il en soit, ils ont décidé de rebooter ce projet-là pour essayer de dire qu'il sera plus extrêmement cher, mais peut-être juste cher. Parce que, en fait, Xbox n'est plus en capacité, comme à l'époque, on connaît le modèle économique des consoles, c'est-à-dire on vend les consoles à perte quasiment, ou à perte, mais on met tout sur les jeux. Là, c'est ça le sera modèle plus Nintendo. possible. Nintendo est très fort pour ça. C'est d'ailleurs ce qui a un peu refroidi pour la Steam Machine, puisque Valve a dit non, attendez, nous, on n'est pas Xbox, on n'est pas PlayStation, on ne peut pas se permettre de vendre une console à perte et espérer que vous y retrouviez sur votre bibliothèque Steam, sachant que les gens ont déjà une grosse bibliothèque. C'est ce que j'allais dire. En vrai, honnête de leur part, surtout parce que aujourd'hui, tu achètes la console, tu possèdes la console, et les jeux derrière, tu peux les réutiliser, et en général, tu les achètes moins cher, et surtout, tu n'as pas d'abonnement quand tu as besoin de jeux en ligne. Donc, en vrai, il faut qu'ils se fassent leur argent quelque part aussi, on ne peut pas tout demander, surtout que les prix sont vraiment indexés sur les prix des composants. Si c'était sorti il y a 5 ans, ça n'aurait pas du tout été le même prix. Oui, mais le truc, moi, ce que j'ai vu quand il y a eu cette précision-là de la part de Valve, c'est à quel point la culture de la console, elle est tellement forte dans le narratif de dire ta console, tu l'achètes vraiment
à râler pas crête du prix, voire un peu à perte, et après les consoliers se retrouvent dans le jeu. Là, on te fait comprendre que tu as une machine, c'est un PC presque milieu de gamme, bien spéqué, mais tu vas payer très cher. Donc, un joueur de PlayStation qui s'intéresse à la Steam Machine, il aura du mal à comprendre cet aspect-là. Quoi qu'il en soit, c'est là où je voulais en venir avec vous. Là, Microsoft, ils sont au bord du gouffre, vraiment. Et ils tentent pour moi une espèce de ultime remontada. Et pour terminer, je voulais juste avoir votre point de vue là-dessus. Est-ce que vous pensez que le mal, il est tellement violent là, la pente, enfin, la remontée, elle est tellement haute qu'ils n'y arriveront pas, sachant qu'en plus, il y a tous les problématiques géopolitiques, le matos, l'IA et tout ça, machin. Et ils ont annoncé, pour terminer, j'ai oublié de le dire quand même, des licenciements massifs. Là qui vont arriver dans les prochains mois, sachant que les licenciements, ils s'en font déjà plein depuis un petit moment. Oui, dès qu'ils ont racheté, ils ont licencié pas mal. Des entreprises qui saignent le plus, là, avec des fermetures de studios. Là, on va avoir encore des fermetures de studios, des réaffectations de projets, etc. Bref, là, si tu es chez Xbox, eh ben, là, je pense que tu te lèves le matin, tu vas au taf avec la goutte, et fin juin, on en saura plus. Selon vous, est-ce que Xbox peut se relever, ou est-ce que finalement, on va peut-être avoir un nouveau Sega qui risque de disparaître et de devenir éditeur, tu vois? Non. Xbox ne va pas disparaître. Mais pour moi, ils ont besoin Sega, c'était lourd à l'époque. Ouais, je sais non, pas si mais on se rend compte, mais ça pèse tellement lourd, Xbox. C'est un département de Microsoft. Ils laisseront jamais leur bébé disparaître comme ça. Je pense par contre qu'ils ont besoin d'une énorme restructuration interne pour mieux rediviser l'essentiel, voir ce qui rapporte réellement de l'argent, en l'injecter dedans et en même temps retourner aux sources en fait. Ils sont trop éparpillés à travers des services, à travers des volontés qui étaient futiles et qui aujourd'hui ne fonctionnent pas. Et d'ailleurs, le Game Pass, une info intéressante, tu sais, il y a pas longtemps, il y a eu une augmentation du tarif. Et ils les ont baissés. Ouais, mais Achat Sharma a annoncé ils ont perdu des millions d'utilisateurs. C'est pas sûr. genre 100 000 personnes qui ont millions. sommé dans leur coin. Ça veut dire au minimum, il y a 2 millions, parce que c'est des millions. Au minimum, tu as 2 millions de personnes qui se sont barrées, si ce n'est plus. Sachant que c'est le service sur lequel ils ont besoin d'atteindre une certaine masse critique pour se dire, OK, ce service, il est viable sur le temps. Et pourtant, le service, il est très bien, hein, parce qu'il y a énormément de jeux et de licences qui sont dessus. C'est juste qu'ils sont éparpillés en disant, limite, on veut faire que ça, donc ils se sont tirés une balle dans le pied. Mais juste pour que tu comprennes, par exemple, le Game Pass, il est important qu'il fonctionne financièrement parlant. Déjà pour la partie infrastructure, les serveurs, etc. Mais pour aussi financer d'autres AAA à l'avenir chez Microsoft. Et là, ils disent que avec le Game Pass, ils peuvent pas financer de AAA parce que ça leur coûte trop cher. Rewan, ton côté? Je rejoins le propos de Quentin. En fait, Sega, ça n'a pas fonctionné parce que je pense qu'ils se sont enfermés dans une certaine position et surtout que Sega, c'était que du jeu. Même si au départ, c'était du constructeur. Après, ils sont passés juste éditeurs. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a un remake de Crazy Taxi qui arrive. Je ne comprends pas, mais je suis trop content parce que j'adore. Ils ont mis la musique originale et tout. Ça a l'air de tuer. Mais Sega meurt alors qu'à l'époque, ils sortent une des consoles techniquement les plus avancées. Donc, il y a quand même des similarités. Ouais, mais si la technicité, ça faisait tout, Valve, ce serait les meilleurs depuis longtemps. Tu vois, force est de constater que être le meilleur, déjà, c'est subjectif et que tu as des problématiques qui font que être le meilleur, ça a un prix, ça nécessite des contraintes opérationnelles, des contraintes marketing, etc. Et ils n'ont pas Microsoft derrière. Donc, pour Xbox, je pense que, comme ils l'ont dit, en fait, comme Quentin l'a dit, pardon, c'est un côté rationalisé. En fait, ils ont voulu faire gauche-droite, ils ont voulu que la Xbox, ce soit un media center, un data center, un truc de cloud gaming, machin. Je pense qu'ils ont besoin de dire, faire ce que PlayStation fait. La PlayStation, c'est une console. Tu l'allumes, tu télécharges ton jeu, tu joues. Il n'y a pas des IA de Kinect, de trucs bizarres que les gens ne comprennent pas. Encore une fois, les gens, quand ils achètent une console, ils achètent la simplicité. Tu démarres, tu payes ton jeu, tu joues à ton jeu, peut-être tu payes ton abonnement et tu joues. Tout le monde n'est pas des gros geeks qui aiment bien faire son PC, etc. T'en as le consommateur moyen, il allume sa petite console une fois par semaine. Et c'est cette masse critique-là de gens qui vont acheter un jeu ou deux par an, qui jouent à du Halo, du Assassin's Creed, du FIFA, ce genre de trucs, qu'il faut aller récupérer. Et je pense qu'aujourd'hui, si Microsoft veut faire des jeux, pas de souci. Moi, je serais content de continuer à jouer chez eux, bien que maintenant, c'est eux qui possèdent les Call of Duty, les Halo, il y a quoi comme licence qu'ils ont, tout ce qui est Bethesda, donc les Skyrim, etc. Les Fallout et tout ça. Mais c'est ça, exactement. Sachant qu'ils ont un écosystème qui marche bien, c'est-à-dire des jeux qui deviennent des succès en série, comme Fallout, etc. Des choses au cinéma, Minecraft, on ne se rend pas compte, mais ils ont tout un écosystème qui devient à la fois divertissant dans le jeu vidéo, dans la série, etc. Après, quand je voulais dire mort, je ne voyais pas forcément fermeture de Xbox, mais de devenir finalement ce qu'ils allaient être en train de devenir un éditeur random qui sort sur toutes les mais c'est pour ça que je te dis non. Ça n'arrivera pas. Pour moi, ils ont la force de devenir un Apple du jeu vidéo dans le sens où ils peuvent tout maîtriser debout, de l'édition, machin, peut-être pas la création du hardware parce que ça, ils sont encore dépendants de Nvidia ou de AMD. Bien que leur partenariat avec Nvidia sur les dernières puces, la RTX Spark pourrait
donner des trucs intéressants vu que ça va être du Windows Bah, pour ARM. en tout cas, le projet Helix semble être se porter. Ils sont tellement en galère qu'ils se disent ils ont besoin de partenaires. Tu pourras Voilà. avoir du Helix Asus, du Helix Acer. Je pense qu'il y a des enseignements à prendre, peut-être d'un côté de Valve, peut-être d'un côté de PS5, pour rationaliser et streamliner l'approche sur le futur. Mais moi, ça me ferait chier que Xbox disparaisse du paysage, quoi. Et ben voilà en tout cas pour les actus de la semaine, bien complet. On s'est gavé sur tout ça parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Xbox, et notamment c'est sur le domaine presque Xbox. un truc qu'on pourrait faire sur un gros épisode tellement il y a des choses à dire. Complètement, on va réfléchir, on va voir quels sont les 100 prochains points de cette exactement de cette fameuse, et puis on fera un épisode dédié parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, vous l'avez vu de par notre engouement. Et tiens, jeudi, on va parler des GAFAM, on va aussi parler alors pas de Xbox mais de Microsoft. Ils ont jamais été aussi puissants et pourtant on semble de plus en plus frustrés par leurs produits et leurs décisions. Le problème vient peut-être pas des performances de leur technologie, mais de la manière dont elles sont intégrées à des produits qu'on utilise déjà et dont il devient difficile de sortir. Merci les osios, et à jeudi dans Bubble. Ciao, ciao.